Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'École polytechnique, mon général, Mesdames, Messieurs, chers camarades, l'école et le Binet Politics se réjouissent de recevoir l'un de nos plus prestigieux anciens, le Président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui va nous présenter son projet intitulé Europa. Avant cela, il m'incombe, en quelques mots, de rappeler son parcours et sa relation avec l'Europe. Votre vie personnelle et politique, Monsieur le Président, a été marquée de bout en bout par la question européenne. Par la naissance d'abord, vous êtes né à Coblence, en Rhénanie. Coblence, ville allemande, qui était alors occupée par les forces françaises. Par la guerre ensuite, en 1944, vous quittez les classes préparatoires du lycée Louis-le-Grand pour rejoindre la première armée, commandée par le général de Lattre de Tassigny. Vous recevrez d'ailleurs la Croix de guerre. Mais aussi par le sentiment européen, puisqu'après avoir intégré notre école, vous êtes reçu à l'ENA dans une promotion qui s'appellera la promotion Europe. Relation franco-allemande encore, à l'ENA, vous passez 8 mois en stage dans la Sarre, à l'époque sous protectorat français, et aujourd'hui Land allemand. Vous avez connu la plupart des fonctions politiques de la République française. Député du Puy-de-Dôme, votre premier discours à l'Assemblée nationale, en 1957, fut consacré à la défense du traité de Rome. Vous avez été secrétaire d'État, puis ministre sous les présidences du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Élu président de la République en 1974, c'est sous votre mandat, le président Jacques Biot l'a rappelé, qu'a été votée la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, dont nous célébrons l'anniversaire la semaine passée. Mais c'est aussi, et surtout, entre 1974 et 1981, que l'Europe franchit plusieurs étapes majeures de son intégration grâce à vous. Vous avez formé avec Helmut Schmidt la paire emblématique du renouveau des relations franco-allemandes. Les années de votre présidence ont vu l'établissement du Conseil européen en 1974, le lancement du système monétaire européen en 1978, l'élection au suffrage universel du Parlement européen en 1979. Toutes les tractations derrière ces évolutions institutionnelles sont relatées en détail dans votre livre. Cette intégration est au cœur de ce que l'on peut appeler votre doctrine européenne, qui privilégie l'intégration à l'élargissement sans but. En 1995, vous aviez exprimé vos réticences à l'égard de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union, affirmant qu'une réforme des institutions était au préalable nécessaire. C'est également sous votre direction qu'a été mené le projet de constitution pour l'Europe, que vous avez présenté en 2003 et qui sera abandonné en 2005 suite à la victoire du non au référendum français. Vous publiez donc aujourd'hui un essai intitulé Europa, la dernière chance de l'Europe. Vous y décrivez l'avancée difficile de l'intégration européenne, puis son essoufflement dans les années 90 et 2000. Mais vous ne vous contentez pas du passé, vous êtes en quelque sorte le candidat de l'espoir, pour reprendre un slogan de campagne, puisque vous proposez un véritable nouveau projet pour l'Europe, fait d'un ensemble réduit de pays décidés à avancer sur les plans politiques et économiques. C'est ce grand dessin que vous allez nous présenter dans un instant. Dans un entretien, vous aviez déclaré à propos de vos souhaits de jeunes étudiants, je vous cite, « Dans ce contexte d'après-guerre, ce qui m'intéressait, c'était la reconstruction de la France. Je me disais, je vais faire Polytechnique, je serai ingénieur des ponts et chaussées, et je reconstruirai les grands ouvrages. » Fin de citation. Des ponts ou des chaussées, à proprement parler, vous en aurez finalement peu construit. Vous vous serez attelé à la tâche bien plus ardue de bâtir des ponts entre les nations européennes et de construire les infrastructures politiques de l'Europe. Tâches pour lesquelles, Monsieur le Président, nous vous sommes infiniment redevables. Valéry Giscard d'Estaing va à présent nous présenter son projet Europa. Monsieur le Président de la République, en 1974, Alain Delon et Sylvie Vartan arboraient des t-shirts marqués du slogan « Giscard à la barre ». Je me joins à eux pour vous inviter à monter sur scène et je vous cède respectueusement la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Président du comité d'invitation, Mesdemoiselles, Messieurs, et le général également. Alors, c'est un grand privilège pour moi de m'adresser à vous. Privilège. Parce que vous êtes les élèves de l'école polytechnique à laquelle je dois les meilleurs souvenirs de ma formation. J'en ai fait
parcouru quelques écoles, mais celle dont je garde véritablement le grand souvenir et à laquelle je suis redevable de ce que j'ai pu accomplir par la suite, c'est votre école. Pourquoi? Parce que c'est une école scientifique et que l'esprit humain, finalement, au total, progresse par la science. Parce que c'est une école démocratique, par la rigueur de son concours, et parce que c'est une école égalitaire, par le port de son uniforme. Je vous remercie d'avoir revêtu. J'ai pris moi-même une tenue qui ressemble un peu à la vôtre. Malheureusement, il me manque les bandes rouges. Vous êtes, les polytechniciens, le seul groupe que j'ai tutoyé, car je n'ai jamais fait avec le milieu politique. Le groupe des polytechniciens, c'était un groupe que je respectais, dont je faisais partie et qui m'était en quelque sorte proche. Je suis heureux aussi d'être devant vous aujourd'hui parce que c'est vous qui serez qualifiés pour conduire le développement scientifique, technologique et industriel de la France du XXIe siècle au niveau dont elle est digne et dont elle a, à l'heure actuelle, grand besoin. Scientifique, technologique et industriel. J'ai insisté tout à l'heure auprès du président sur l'importance de la science, qui s'est un peu affaiblie dans la reconnaissance publique française au cours des dernières décennies. Or, réfléchissez un instant, on prenait le plus grand pays du monde qui est la Chine. La Chine est gouvernée par 7 personnes. Sur ces 7 personnes, il y a 7 ingénieurs. Et ce sont eux qui ont fait en quelques années de ce pays encore presque médiéval une des premières puissances technologiques et industrielles du monde. Je ne vais pas vous décrire mon livre, on va en parler tout à l'heure dans les discussions, mais vous dire en quelques mots mon projet. Parce que mon privilège, c'est donc de m'adresser à vous, mais c'est aussi de vous parler de l'Europe. Parce que l'Europe, quoi que vous pensiez, je ne connais pas vos pensées individuelles, c'est l'élément essentiel de votre avenir. À l'heure actuelle, elle est mal gérée, mal pensée et mal aimée. Mais pourtant, c'est la dimension nécessaire pour le XXIe siècle. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous sommes tous trop petits pour le XXIe siècle. Ces 28 États regroupés, resserrés sur l'extrémité de la péninsule euro-asiatique, ils représentent 1/5 de la population de la Chine, 1/10 de la population de la Chine et de l'Inde additionnée. Isolément, nous serions incapables de résister aux pressions commerciales et monétaires. Je vous ai apporté, je ne vais pas vous le lire, mais c'est simplement un écho, la dernière déclaration qu'a faite le président, secrétaire général du Parti communiste, le président Xi. Il a dit simplement ceci, le week-end dernier: la Chine sera aimable
avec ses voisins en Asie. Mais elle va conduire une politique, je traduis parce que c'est en anglais, une politique proactive de politique étrangère et sera sans repos à promouvoir ces idées de la Chine et de sa réjuvénation au stade mondial. Vous imaginez ce dialogue entre 1,5 milliard de personnes et des États qui, en moyenne en Europe, ont 7 millions, 9 millions d'habitants. Ce dialogue serait totalement déséquilibré. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous réunir. De nous réunir dans une intégration adaptée pour défendre nos intérêts et maintenir nos valeurs. Ce n'est pas uniquement une conception mercantile, il y a du mercantile naturellement dans le sujet, mais il y a également du culturel, du social, du spirituel, il y a beaucoup de choses. Et si nous voulons défendre nos valeurs, nous avons besoin de nous réunir. D'ailleurs, si l'on prend les ordres de grandeur, sur la population, nous sommes faibles, mais réunis, notre PIB est supérieur à celui des États-Unis d'Amérique. Notre PIB, votre PIB, est 2 fois supérieur à celui de la Chine. Et donc, réunis, nous existons, alors qu'individuellement, nous sommes trop petits et trop faibles. Il faut donc nous intégrer. C'est d'ailleurs dans l'histoire, parce qu'après tout, les gens écriront l'histoire de cette période, l'intégration des sociétés humaines. C'est le grand mouvement historique. Vous avez lu ou vous lirez avec intérêt l'extraordinaire histoire de la création des États-Unis d'Amérique, à partir de quelques bateaux à voile d'immigrants qui ont réussi à organiser un continent et à devenir la première puissance économique et militaire mondiale. Alors, c'est cette intégration dont je vais vous parler maintenant en quelques mots, et à propos de laquelle je répondrai sans doute aux questions des participants, j'ai vu qu'il y avait des fauteuils, auxquels je répondrai tout à l'heure. Cette intégration, ce n'est pas une invention de l'année 2014, elle a été annoncée dès le début. Quand, en 1950, le ministre des Affaires étrangères français, qui était Robert Schuman qui était lorrain et qui parlait avec un accent germanique assez marqué. Quand il a prononcé son discours en 1950, il a terminé en disant « Ce que nous proposons, c'est la première étape de la future fédération européenne. » Donc, dès le départ, il y avait une vision d'intégration. Les choses ont d'ailleurs avancé en ligne droite entre 1950 et 1990. Donc il y a eu 40 ans de progrès. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, vous l'avez évoqué, Monsieur Leonardi, un projet, des institutions, la monnaie unique, qui devait être accompagné d'une politique économique commune. Et ça, c'est 1992. Et à partir de là, la ligne droite a éclaté. Et on est entré dans un espèce de système circulaire désordonné qui couvre la période 1990-2014. Et dont vous avez été les témoins et les acteurs, en quelque sorte, au moment de l'élection européenne, puisque vous avez vu que dans cette élection européenne, il n'y avait en fait ni projet, ni programme, mais simplement le désir de se faire élire. Alors, cette trajectoire circulaire désordonnée,
Elle nous a menés de 1990 à 2014. Elle nous a fait traverser une crise qui n'est pas totalement terminée et que sa mauvaise gestion, hélas, a aggravé. Et elle a abouti à un désamour compréhensible. Dans mon livre, on va en discuter à l'instant, ce que je propose, c'est de poursuivre, de reprendre en quelque sorte le trajet là où la voiture a quitté la route, c'est-à-dire 90-92, et d'aller vers une intégration économique sur le modèle d'une fédération d'États-nations. Alors il faut faire attention parce que les mots comptent. Lorsqu'on a commencé la construction européenne, le général de Gaulle était au pouvoir, enfin est arrivé au pouvoir assez vite, quelques années plus tard, et il était très hostile au fédéralisme. D'ailleurs, ses partisans, qui constituaient un groupe important au Parlement français, ont voté contre le traité de Rome. Et moi, comme vous l'avez rappelé, j'étais jeune secrétaire d'État aux Finances dans son premier gouvernement, 1958. Et normalement, l'application du traité de Rome commençait le 1er janvier. De Gaulle était président de la République française. Qu'allions-nous faire? Est-ce qu'il allait suivre les hommes politiques qui avaient voté contre? Est-ce qu'il allait annoncer que la France appliquerait le traité de Rome? Et après réflexion, connaissant sa grande conscience personnelle et sa vision historique de notre histoire, il a annoncé que la France appliquerait le traité de Rome. Et donc, il s'agit de retrouver la ligne droite en poursuivant l'intégration. Mais avant le débat que nous allons avoir maintenant, je voudrais faire 2 ou 3 petites remarques très simples. C'est l'intégration économique et à la limite sociale. Ça n'est pas l'intégration culturelle ou des civilisations. Il restera des compétences fortes à la dimension nationale. Par exemple, la politique de la santé, la politique de la construction, la politique de l'éducation, la politique de la défense, de l'organisation de la défense, resteront des compétences nationales. C'est une intégration économique et monétaire. Sur quel modèle? Eh bien, sur un modèle nouveau, en fait. Quand on utilise les mots, naturellement, on évoque plus ou moins des éléments du passé, mais c'est un modèle nouveau qui n'existe nulle part ailleurs. Ce sera une fédération d'États-nations. Ce ne sera pas une fédération de personnes, comme les États-Unis d'Amérique, où tout citoyen américain fait partie de la fédération américaine. Ce sera une fédération d'États-nations, où les citoyens français resteront français, les Allemands resteront allemands, les Italiens italiens, ainsi de suite. Mais par contre, les États en tant que tels feront partie d'une fédération. Et cette évolution, elle ne peut se faire que par étapes successives. Il ne faut pas croire qu'il suffirait d'une décision, d'une annonce pour obtenir le résultat. Et la méthode, qui est une méthode originale, consiste non pas à donner des compétences qu'on arrache au pays et qu'on donne à l'ensemble, ça consiste à faire remonter les compétences comme par une espèce de capillarité en sorte, pour qu'après avoir été nationales pendant longtemps, elles deviennent européennes. Ce que nous avons fait est réussi, par exemple, avec la monnaie. Il y avait 18 monnaies dans la zone euro, 18 banques centrales. On n'a pas décidé de les regrouper, de les restructurer, on a décidé de créer une monnaie qui passerait au-dessus du système et qui couronnerait le système. Et qui est devenue, tenez-vous bien, la deuxième monnaie mondiale en 10 ans. Eh bien, c'est cette méthode qu'il faut obtenir, c'est-à-dire la remontée des compétences. Et enfin, il faut réfléchir à ce que devrait être une organisation plus transparente et plus démocratique.
C'est d'ailleurs un grand sujet, parce que l'opinion souhaite être associée naturellement aux grandes décisions, et en même temps c'est une difficulté technique considérable. Comment faire en sorte que 300 millions de particuliers répartis sur un territoire aient le sentiment personnel qu'ils sont informés de l'ensemble des problèmes et qu'ils sont associés aux décisions qui sont prises. Eh bien, dans mon projet, je verrai tout à l'heure si la question est posée, je propose des solutions. Une remarque, puisque je ne tirerai pas la conclusion du débat, c'est les participants qui le feront, une remarque. Je suis allé expliquer mon projet à plusieurs auditoires de jeunes de votre génération. Bon, ils ont bien voulu m'applaudir, moins que vous tout à l'heure, enfin, ils m'ont quand même applaudi. On a posé des questions, et ce qui m'a déçu, c'est que ces questions n'étaient pas des questions de structure dynamique. C'était des questions simplement pour comprendre. Mais il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de faire. Et pour faire, les questions doivent porter sur la question suivante, comment va-t-on le faire? Comment va-t-on passer d'un état de dispersion, de faiblesse et de relative impopularité à un état d'union, de force et de succès? Eh bien, nous allons en parler maintenant dans ces fauteuils, et je souhaite que le résultat, c'est que la France revienne et retrouve sa place dans le jeu qu'elle a elle-même proposé et depuis quelque peu abandonné. Je vous remercie. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma question porte sur les impôts. Dans votre projet, vous proposez une harmonisation progressive des impôts. Or, ce sont des marqueurs sociaux et politiques forts, notamment parce qu'ils participent ou non, comme l'ISF, la TVA, à la redistribution des richesses. Comment faire alors pour que les pays acceptent d'abandonner ce choix de leurs impôts? Bon, excellente question. Non, excellente question. Alors, d'abord, il faut que vous voyiez l'absurde. L'absurde, c'est que sur un continent qui n'est pas très grand, qui est socialement et culturellement assez homogène, s'il y a une entreprise, selon qu'elle est localisée à Lyon, à Milan, à Munich ou à Amsterdam, elle paie des impôts complètement différents. C'est absurde. Et ça n'existe nulle part dans le monde. Aux États-Unis, c'est grand. D'un bout à l'autre, c'est beaucoup plus grand que l'Europe. Les gens qui sont à San Francisco, à Miami, à Chicago, paient les mêmes impôts. En Chine, avec son 1,450 milliard d'habitants, et des provinces très lointaines, comme le Gansu, qui est au 400 diables, etc., ils paient les mêmes impôts. Donc pourquoi vous attachez, vous, au fait qu'à 150 km de distance, il faut payer des impôts différents? Absurde. D'ailleurs, si on le fait, vous verrez, parce que vous aurez l'occasion de l'observer, vous verrez que personne ne proposera le retour en arrière. Personne. Si les impôts sont effectivement unifiés, alors comment, et en une phrase, je réponds à votre souci, on ne peut pas le faire en essayant de rapprocher les systèmes fiscaux français, allemands, italiens, espagnols. Impossible. On ne peut pas. Ce qu'on peut faire, c'est réfléchir à ce que devrait être un impôt en Europe au XXIe siècle. Comment devrait-il être? Bon. Et une fois qu'on l'a défini, tout le monde s'en rapproche par étapes. Donc en effectuant des étapes dans sa propre législation. Alors c'est vrai qu'il y aura un peu quelques transferts, puisque les impôts financent naturellement la vie budgétaire. Donc il y aura quelques transferts, on peut laisser des marges de souplesse, etc. Mais au lieu
de voir une fiscalité qui, en France, par exemple, date en gros d'avant la Première Guerre mondiale, et pour le reste, entre les deux guerres. Et depuis, c'était bricolé, sauf la TVA. Bon, pourquoi on n'a pas un attachement particulier pour cette fiscalité? Vous savez qu'elle est modifiée en France plus que dans tout autre pays du monde. Que ça explique en partie la faiblesse de notre croissance, qui à l'heure actuelle est au voisinage de la nullité, parce que dans une économie de services, quand vous avez une croissance de 0,2%, simplement la croissance des revenus d'un secteur ou d'un autre. Ce n'est pas une croissance de la production. Donc pourquoi être attaché à un système qui est un système ancien, en fait, manipulé tous les ans, et qui nous donne le record de l'imprévisibilité? Donc l'idée, la réponse, c'est de dire qu'il faut fixer l'impôt européen un exemple. Est-ce que l'impôt sur le revenu doit être linéaire? Est-ce qu'il doit être progressif? S'il est progressif, d'où doit-il partir? Jusqu'où doit-il aller? Et avec quelle tendance sur la courbe? C'est un sujet dont on peut débattre, et une fois qu'on a débattu, s'en rapprocher dans un délai relativement court. Alors moi, je dis dans mon livre 15 ans, parce que si vous dites des délais plus courts, les gens disent que c'est impossible. Mais j'ai vécu l'expérience, moi, du traité de Rome. Dans le traité de Rome, on supprimait les droits de douane. Bon, c'était compliqué. Les droits de douane avaient des taux variables dans tous les États, un peu ce que vous dites. Hein. On les supprimait. Et les négociateurs n'avaient pas pu se mettre d'accord sur environ, je dirais, un quart des droits de douane, où il y avait des désaccords, et on s'était donné un délai de 3 ans pour arriver à les égaliser. Eh bien, au lieu de mettre 3 ans, on l'a fait en 1 an. Parce que la pression était telle, le désir d'arriver à une solution était si fort, qu'on est allé plus vite que ce qu'on avait imaginé au début. Monsieur le Président, l'Europe de quelle année? Enfin, de l'école? 2013. C'est la même promotion? 2012. Non. 2012 pour Vladimir et moi. Ah bon? Monsieur le Président, l'Europe profite à certains étudiants français issus de milieux dits favorisés via, par exemple, le programme Erasmus. En revanche, nombre de nos concitoyens moins favorisés ne voient en l'Europe qu'un ensemble de normes visant à restreindre leurs activités. C'est le cas des quotas de pêche, par exemple. En quoi le projet Europa permettrait-il de résoudre ces contradictions et de redonner confiance en le projet européen à l'ensemble des Français? Alors, le projet Europa tel qu'il est, enfin, je n'ai pas voulu faire un dictionnaire de 600 pages. Il n'y a pas tous les sujets. Et en particulier, la question que vous posez, qui est extrêmement importante, c'est-à-dire l'accès à l'éducation et l'égalité possible entre les trajectoires d'éducation, je n'en parle pas. Néanmoins, comme j'insiste beaucoup sur le côté opinion publique et transparence démocratique, c'est évidemment un sujet qui se posera et dans lequel des actions sont à conduire. Alors, la première action qui intéresse d'ailleurs votre école et votre enseignement, c'est qu'il faut mettre fin à la barrière des langues. Il faut que chaque jeune Européen parle 2 langues européennes, pour commencer, dans tous les pays. Et naturellement, il parle un peu anglais, mais à mon avis, il faut parler sa langue nationale, l'anglais et une autre langue européenne, qui peut être l'allemand, qui peut être l'espagnol, qui peut être l'italien, ainsi de suite. Parce qu'il faut pouvoir parler. Et notamment dans le système de formation et d'éducation, il faut que les jeunes puissent être entendus et puissent entendre également l'enseignement. Mais vous avez raison, on a déjà bien avancé. Erasmus est un bon programme qui a donné des résultats positifs d'ailleurs, mais encore trop limité, qu'il faudra donc étendre vers le bas des formations. C'est-à-dire qu'il faut aller vers le collège en réalité pour commencer très tôt et pour ouvrir des possibilités d'échange ou de circulation qui rendront tout de même le système éducatif plus homogène et plus égalitaire. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma question porte sur le rapport qui unit les Européens avec le projet européen. Plus précisément, on assiste en ce moment à 2 attitudes différentes face à l'Europe. On a d'une part un repli sur soi qui est très bien exprimé lorsqu'on voit le succès des partis nationalistes à travers l'Europe. Et d'autre part, on assiste à des biens et à des personnes, à commencer par la jeune génération,
qui ne se limitent plus à aucune frontière et qui sont en quête d'une identité européenne, enfin pardon, pas européenne, mondiale. Dans ce cadre-là, quel sens cela a-t-il de vouloir faire exister une identité européenne? Quelle est la question? La question, c'est comment faire adhérer les Européens, les gens qui habitent l'Europe, à un projet européen, vraiment. Alors que d'une part, ils veulent se replier sur leur patrie, et d'autre part, ils sont à la recherche d'une identité mondiale. Bon. D'abord, qu'il y ait dans une société démocratique de 300 millions de personnes qui aient des opinions différentes, c'est naturel. Il ne faut pas imaginer que tout est homogène, tout le monde va croire la même chose, etc. Il faut accepter les différences. Ces différences sont-elles considérables? Alors, vous avez les gens qui sont anti-européens. Ils sont minoritaires. Ils sont plus bruyants que les autres. Très présents dans les médias, ainsi de suite. Ils sont minoritaires. On a fait, c'est un institut de sondage qui a fait, après l'élection européenne, qui n'a pas été un grand succès, il faut bien dire, une enquête en France pour savoir ce que pensait l'opinion. On a posé la question suivante. Voulez-vous abandonner l'euro et revenir à la monnaie nationale? Réponse, 70% non. 70%. Davantage ne veulent pas. Et cette même enquête faite en Europe obtient le même résultat. Il n'y a aucun pays d'Europe, ayant l'euro bien sûr, aucun pays d'Europe où les gens veulent revenir à une monnaie nationale. Deuxième élément qui montre l'attachement, quand on demande aux Français, qu'est-ce que vous penseriez d'une organisation économique, des États continentaux entre eux, en matière économique et financière, avec un seul ministre des Finances? Réponse, 67% favorable. Donc l'anti-européanisme existe, hein, mais en fait c'est une exaspération vis-à-vis des conditions actuelles de fonctionnement. Et ces conditions actuelles de fonctionnement ne sont pas bonnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je résume. On a fait l'Europe à 6, avec nos voisins, les pays fondateurs. On a créé des institutions pour 6. Donc on a créé une commission pour 6, un conseil pour 6, et ainsi de suite. Moi, je me souviens de réunions, on était comme ça, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça faisait l'ensemble. Bon. On s'est élargi très rapidement, sans expliquer aux nouveaux membres que c'était un projet politique. Ce n'est pas un projet simplement pour toucher les aides globales et ainsi de suite. On ne leur a pas expliqué. On leur a donné les mêmes droits, et même des droits supérieurs aux pays fondateurs, puisque désormais les pays fondateurs ont perdu leur deuxième commissaire, au traité de Nice, et que les nouveaux ont droit à un commissaire. Et donc, on a créé un système dans lequel, évidemment, l'opinion ne se retrouve plus. Eh bien, malgré cela, si quelqu'un essayait de détruire le système européen à l'heure actuelle, il serait mis dehors du pouvoir. Alors, de là à être positif, bon, c'est un peu plus difficile naturellement, mais le pays qui normalement, le pays qui propose, c'est la France. Dans le couple franco-allemand auquel le président tout à l'heure faisait allusion, je regrette parce qu'il ne circule plus, donc on ne peut plus l'inviter, mais vous seriez impressionné par Helmut Schmidt, son intelligence, sa clarté, sa conception très forte. Eh bien, dans ce concept européen, en fait, à l'heure actuelle, après une réflexion, tout le monde se dit on ne peut pas revenir en arrière. Et personne ne le propose réellement, sauf ceux qui sont aigris par le fonctionnement ou déçus par le fonctionnement et qui représentent en gros quelque chose comme 10 ou 15% de la population, comme d'ailleurs sur d'autres sujets dans notre pays. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma question porte sur la mythologie européenne. Donc la mythologie européenne, vous faites allusion dans votre livre. Alors, lors de sa récente visite à Strasbourg, le pape François a été très critique des institutions européennes et il a notamment estimé, je le cite dans le texte, que les grands idéaux qui l'ont inspiré semblent avoir perdu leur force d'attraction au profit du technicisme bureaucratique de ces institutions. Donc vous-même, Monsieur Giscard d'Estaing, si j'ai bien compris, vous souhaitez réaffirmer une mythologie européenne.
Et ne pensez-vous pas qu'il faille pour cela plus que une intégration fiscale ou politique, qu'il faille plutôt retourner donc, sur les bases culturelles et historiques de l'Europe? Et à ce propos, le pape a mentionné les racines chrétiennes de l'Europe, judéo-chrétiennes de l'Europe, racines que l'on a d'ailleurs refusé de mentionner dans le préambule de la Constitution européenne en 2004. Vous êtes bien vos questions, là. Vous êtes coordonnés ou... Bon, non, c'est une vraie question. C'est pas la mythologie. Enfin, c'est pas le fait qu'une jeune femme ait sauté sur un taureau à l'ouest de la Méditerranée, échoué en Crète, etc. Enfin, qui s'appelait Europe, en fait. D'ailleurs, moi, je suis allé visiter la grotte. C'est en Crète, où Europa a été provisoirement détenue. Puisque vous savez qu'elle n'est pas morte. On a tué le taureau. Enfin, bon, et Europa, grâce au ciel, est survécu. Il y a d'ailleurs de très jolis portraits de la Renaissance, où on voit la nymphe Europa qui rivaliserait, à mon avis, tout à fait avec les vedettes de la société contemporaine. Alors, les racines chrétiennes. L'Europe a été totalement chrétienne depuis Charlemagne, c'est-à-dire aux alentours de l'an 800, jusqu'à la Révolution française et peut-être même un peu avant, le siècle des Lumières, 1750. C'était totalement chrétienne. Ensuite, d'abord, l'origine chrétienne a donné lieu à des divisions, notamment ce qu'on a appelé à l'époque le protestantisme ou le luthérianisme, qui ont généré des guerres abominables. Parce que la guerre de 30 ans, qui est la pire guerre en Europe, enfin ça vaut la guerre de 14, qui s'étend au début du XVIIe siècle, et qui a ruiné l'Allemagne. Si l'Allemagne a mis tellement de temps à trouver son unité, à être importante, etc., c'est à cause des pertes de la guerre de 30 ans. C'est une guerre religieuse entre les protestants et les catholiques, les princes protestants et les princes catholiques, et auquel on a mis fin donc, par le traité de Westphalie en 1648. Donc il n'y a pas une chose très homogène en fait. Mais enfin, dans le traité, il y avait un préambule. Alors, j'avais demandé à un petit groupe, nous avions un présidium composé de 12 ou 13 membres qui rédigeaient les textes, composé des gens de la Convention, avec un par pays. Alors, je leur ai dit qu'on va faire un préambule, rédiger un préambule. Je leur ai dit, on se revoit dans 8 jours, portez votre préambule. Aucun préambule. Bon. Donc, j'ai pris ma plume, et j'ai rédigé un préambule, qui n'était pas mal, à mon avis. Non, franchement, il était pas mal. Alors, il commençait dans la culture grecque, parce que j'avais trouvé une citation de Démosthène, qui est absolument superbe, sur la démocratie européenne, une très belle citation. Puis je disais ensuite, enrichi par l'apport chrétien, et puis on continuait, on arrivait au temps moderne, ainsi de suite. La référence à la chrétienne a provoqué un grand débat. Pas tellement dans la Convention elle-même, mais dans les journaux, la société politique, la société médiatique. Et ils ont dit, mais on ne peut pas, nous sommes une société laïque, on ne peut pas faire allusion à une religion particulière, c'est ça. Bon. Moi, j'ai laissé se dérouler le débat, on va voir comment ça tourne, qu'est-ce qui va se passer. Mais à la fin, il fallait faire un texte. Et donc, j'ai, comme président de cette petite commission, de ce présidium, j'ai dit, on va voter sur la question de savoir si on met les origines chrétiennes. Il y a eu un vote. Ce vote a été négatif d'une voix. Le français, puisqu'il y avait un français dans le groupe, a voté contre. Bizarrement, il faut voir, les choses sont étranges, l'italien a voté contre. L'espagnol a voté pour. L'allemand a voté pour. Le belge a voté pour. Le hollandais a voté contre. Au total, ça manquait d'une voix. Quand on fait un vote et qu'il manque une voix, on ne peut pas le mettre. Je l'ai personnellement regretté parce que ce n'était pas provocateur. C'était simplement le rappel d'une évidence historique.
c'est que l'Europe a été entièrement chrétienne avant que son évolution ou l'apparition de nouvelles formes de pensée philosophique l'ait amené à des conceptions plus dispersées. Voilà la réalité de cette affaire. Monsieur le Président, votre projet implique de recentrer le projet européen sur l'ouest de l'Europe. Que vont devenir les pays limitrophes de la Russie? Vous avez notamment déclaré qu'il ne serait pas invraisemblable soit que les Crimées retrouvent demain son cadre russe, soit qu'ils disposent au sein de l'Ukraine d'une forte autonomie. Quelle est la question? La question, c'est que vont devenir les pays limitrophes de la Russie? Bon. Eh bien, ils vont continuer à vivre leur vie. Bon. Ce sont des pays qui ont été occupés par l'Union soviétique jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, c'est-à-dire les années 90, 1990. Ce sont des pays qui ont été libérés. Les uns se sont libérés eux-mêmes, courageusement. Les autres ont été libérés par la pression internationale. Et ils se sont dotés d'institutions politiques ressemblant un peu à notre modèle, c'est-à-dire démocratique avec un parlement, etc. Certains de ces pays n'ont pas abandonné leur passé communiste ou soviétique. Je ne veux pas les citer parce que ce n'est pas très aimable, mais ils ont gardé la justice et la police du régime communiste. Dans certains de ces États, nous n'arrivons pas, nous, il y a eu des cas épouvantables. Il y a eu un jeune, c'est un Roumain, qui a été assassiné à Paris dans des conditions abominables. Nous n'avons jamais pu obtenir de la justice roumaine. On a trouvé l'assassin, on connaissait l'assassin, il est reparti en Roumanie. On n'a jamais pu obtenir une décision, parce qu'il faisait partie du lobby communiste roumain. On ne peut rien faire. Donc ces pays ont une évolution. Les uns ont conduit, maîtrisé cette évolution, avec le cas tout à fait exemplaire de la Pologne. La Pologne, depuis le début, a réfléchi, a travaillé, a organisé les syndicats, puis les partis politiques, a eu des élections libres, donc a changé de dirigeants. Donc la Pologne, en fait, est maintenant très près du modèle démocratique européen. Alors elle n'a pas encore rejoint le groupe de l'euro, pour des raisons qui ne sont pas très claires, mais qui sont des délais internes dans le jeu politique polonais. Mais tout le monde dit, nous allons rejoindre l'euro, donc ils pourront venir. Les autres, c'est plus compliqué, parce que certains sont sous influence britannique, les Britanniques sont évidemment contre l'intégration européenne, d'autres ne le souhaitent pas pour eux-mêmes et font des déclarations dans ce sens. C'est le cas par exemple de la Hongrie et de la République tchèque. Donc on ne force personne. Ces États resteront dans l'Union à 28, l'Union à 28 qui est en fait le grand marché, continueront à en faire partie, ils seront dans les institutions de ce grand marché, mais l'Europe qui émergera, c'est-à-dire Europa, l'Europe qui aura une unité forte, une présence forte, eh bien, ils n'en feront pas partie jusqu'au moment où ils demanderont à en faire partie. Et simplement, je dis dans mon livre que pour en faire partie, il faudra une volonté politique forte. C'est-à-dire qu'il faudra un référendum avec probablement une majorité supérieure à 50%. Majorité, genre 60%, pour que les peuples s'engagent. Et que les peuples disent, nous nous engageons dans l'intégration européenne. Et à ce moment-là, en effet, il faudra les accueillir. Monsieur le Président... On part en marche arrière, là? Oui. Ah bon. À propos du débat sur la Constitution européenne qui a eu lieu donc en 2004, certains pays donc, ont fait jouer leur droit de procéder à un référendum, notamment la France pour l'acceptation du texte. Vous avez déclaré dans votre livre que le fait de soumettre le projet de Constitution à un référendum a été une erreur. Est-ce que c'est pas un peu antidémocratique comme point de vue? Est-ce que c'est pas vouloir faire l'Europe contre les citoyens? Non, c'est plus... Enfin, c'est peut-être une erreur parce qu'en France, les Français ne votent pas sur le contenu des textes. Les Suisses
votent sur le contenu des textes. Quand vous faites un référendum en Suisse sur n'importe quelle question, les Suisses regardent le texte, ils sont pour ou contre, les votent pour ou contre. En France, quand il y a un référendum, les gens votent pour ou contre le pouvoir en place. S'il y avait un référendum à l'heure actuelle sur n'importe quel sujet, les Français voteraient contre le pouvoir en place. Comme ça. En 2005, c'était en 2005, au début de l'année, les sondages donnaient une majorité pour l'approbation. Assez nette, 64%. Et donc, le président de la République s'est dit, c'est une bonne affaire, on va faire un référendum, et comme ça, on tirera le gloire de cette majorité, etc. Mais en février 65, vous êtes des mathématiciens, je voudrais faire les courbes, prenez les courbes, les sondages d'opinion, il y a une chute libre. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'hiver 2005? Il y a eu le début d'une crise économique, en fait, montée du chômage, frustration de la société française, et en même temps un scandale qui a été oublié depuis d'ailleurs, qui a été la rémunération qui a été versée aux dirigeants d'une grande entreprise commerciale qu'on avait mis à la porte de son entreprise, auquel on a versé plusieurs millions et dizaines de millions d'euros, ce qui a fait un scandale considérable. Et donc les Français ont voté simplement contre le pouvoir, ils n'ont pas voté contre l'Europe. Moi, j'avais appelé le président de la République 2 fois avant le vote. Je lui ai dit, ne faites pas ce vote, vous allez perdre. Pas la peine de le faire, parce qu'on avait vu la courbe qui descendait. On peut le faire par le Parlement. Au Parlement, ça aurait été voté sans problème, puisque la majorité et l'opposition l'auraient voté ensemble. Mais si on voulait faire un référendum, je lui ai dit, attendez, faites-le à l'automne. On avait prévu un changement de gouvernement pour le 1er juillet. On a fait un changement de gouvernement, puisque c'était le départ du Premier ministre et son remplacement par un autre. Ils prenaient ce prétexte pour dire on renvoie le référendum. Au cela, on s'est obstiné, hein, et on l'a fait au pire moment, et donc l'opinion a voté contre. Mais ce n'est pas un refus de respecter l'opinion, c'est que dans le système français, notre culture ne permet pas, jusqu'à présent, peut-être que ça va évoluer, de faire des référendums sur des sujets précis où les gens se cantonnent sur ce sujet précis. Ils votent pour ou contre le pouvoir. Monsieur le Président, une dernière question. Elle Je suis désolée, j'ai pas de questions. Moi, je vous défendais. J'ai une dernière question, enfin, nous avons une dernière question avant de passer la parole à la salle. Elle concerne la question de l'innovation, dont le président de l'école polytechnique a tout à l'heure rappelé que vous étiez un des fervents défenseurs et à l'origine de l'innovation en France. À l'heure des nouvelles technologies, alors que Google veut construire des villes, des aéroports pour se substituer aux États, pensez-vous que nous puissions encore changer le monde en politique aujourd'hui? En politique, en faisant de la politique, plutôt qu'en innovant et en créant des startups. Enfin, bon. Je n'arrive pas à comprendre, alors j'ai dit tout à l'heure à votre président, moi je souhaite que Polytechnique soit reconnu dans le monde comme un des grands centres de l'innovation. Moi je vais en Californie, à Palo Alto, dans le secteur de la Silicon Valley, il n'y a pas beaucoup plus de monde qu'à l'école Polytechnique, en réalité. Mais c'est concentré là une société intelligente, inventive, prenant des initiatives, ayant trouvé des financements, pas considérables, d'ailleurs c'est des petits financements en fait, avec ces organisés. Et nos sociétés ont besoin d'être inventives. Le débat actuel sur la croissance, c'est un débat qui n'a pas de sens. On ne fera pas de la croissance en faisant de la dépense publique dans un pays en déficit profond et surendetté. Ça n'a jamais fait de la croissance. On fera de la croissance le jour où on reviendra dans un processus d'innovation et où on créera des entreprises innovantes qui recruteront des ingénieurs, du personnel, et ainsi de suite. Donc, le problème, c'est de savoir si on en est capable. Ça dépend de votre génération, en fait. La génération qui vous précède a un peu trop versé dans les études économiques ou pseudo-économiques, d'ailleurs, le marché, le commerce, etc., et s'est éloigné de la science et de la recherche scientifique. Ça en est, à mon avis, trop éloigné. Et il faut que la jeunesse française redevienne innovatrice, en réalité. Même votre école, notre école,
avait un peu tendance à oublier sa vocation de science avancée, en fait. Et ce sont les scientifiques qui construiront, qui pousseront l'innovation. Enfin, je suis très frappé dans la vie générale, dans la vie des sociétés. Les seuls qui font des constructions, c'est les ingénieurs. Personne d'autre en fait. Il ne faut pas se tromper. Alors, ça veut dire qu'il y a une culture de la création et de l'invention. Alors, l'invention étant devenue très importante dans le monde moderne, et j'espère qu'ici, parmi vous, vous participerez à la renaissance de l'innovation en France. On va prendre quelques questions de la salle. Bonjour Monsieur le Président. Aspirant Anselme, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Chine et du fait qu'elle a été présidée par cet ingénieur, enfin dirigée par cet ingénieur. Et je voulais savoir, connaître votre point de vue sur pourquoi est-ce qu'en France, c'est principalement des énarques plutôt que des ingénieurs qui dirigent la France, du moins dans le monde politique, vous qui avez un pied de chaque côté. C'est parce que le système de recrutement n'est pas du tout le même. Et on critique volontiers la Chine, on dit qu'ils ne sont pas démocratiques, etc. Mais ils ont un système de recrutement des dirigeants, très franchement, meilleur que le nôtre. Parce que personne ne peut accéder à une fonction élevée en Chine, c'est impossible, sans avoir été essayé dans 2 ou 3 fonctions antérieures. Et ils commencent tous, ils sont tous membres du Parti communiste, enfin, Parti communiste chinois, bien sûr, ils commencent tous à être administrateurs d'une ville, petite ville. S'ils échouent, on les éjecte. S'ils réussissent, ils deviennent gouverneurs de province, petite province. S'ils réussissent comme gouverneurs de petite province, on en fait le gouverneur des grandes villes. Shanghai, Pékin, Chengdu, Chongqing, etc. Et s'ils réussissent, ils sont dans le groupe de 150 ou 200, parmi lesquels on choisira les dirigeants. Donc il y a un système de sélection très fort. Il y a d'ailleurs un ministère, dont je ne connais pas le nom, qui a un dossier par personnage pour suivre les carrières. Nous avons un système électif affaibli par le fait que les électeurs ne votent plus pour le bien public, mais pour la satisfaction personnelle. Donc ils cherchent parmi les candidats celui ou celle qui annoncera, avec plus ou moins de vraisemblance d'ailleurs, la réalisation de leur satisfaction personnelle. Et ça arrive malheureusement à la création d'une classe politique qui est désormais privée de compétences. Pensez que sur les 605 députés français à l'heure actuelle, il y a un polytechnicien. Il n'y a plus personne, professeur d'université, qui ont disparu. C'est uniquement des carrières qui partent de l'opportunité à la base, la gestion d'un système, à être attaché à un personnage, on s'est désigné par un comité, on passe et on est élu. Donc il faut que dans les futures évolutions de la France, on retrouve et on remette en place des dirigeants de culture scientifique. Alors, ça peut se faire au gouvernement. Parce qu'au gouvernement, on est assez libre. Comme vous savez, la règle, c'est que les ministres sont proposés par le Premier ministre, et c'est le Président qui approuve. Donc les futurs Premiers ministres pourront proposer des ingénieurs. Dans les gouvernements que j'ai connus ou que j'ai dirigés, vous aviez, par exemple, pour s'occuper de l'industrie et de l'industrie nucléaire, le major de l'école polytechnique, qui était le major de la promotion précédant la mienne, qui s'appelait Giraud, qui était ministre de l'énergie. C'était le major de l'école polytechnique, il était compétent. Vous aviez eu avant, pour s'occuper de l'énergie, Guillaume, qui également faisait partie, je crois, du corps des mines, enfin, qui était en cas polytechnicien d'un très bon niveau, et ainsi de suite. Parmi les armées, j'avais choisi les militaires, parce que les militaires avaient une connaissance malgré tout pratique et souvent d'ailleurs méritoire des conditions dans lesquelles s'exerçait leur métier. Donc on pourra corriger.
Parce qu'on peut corriger en nommant des ministres qui ne sont pas fournis par le milieu parlementaire. Et j'espère que les futurs candidats à la présidence de la République, dans leur programme, diront qu'ils veilleront à ce que dans les gouvernements, il y ait un nombre suffisant d'hommes et de femmes, d'ailleurs, ayant une culture scientifique. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci pour vos réponses. J'aurais pour ma part aimé savoir quelle est, au vu de la situation actuelle, la place du Royaume-Uni dans votre projet Europa. Merci. Voilà, alors je sais pas, il me reste combien de temps là? Non, c'est pas pour fuir la question, c'est pour savoir. Non, le projet Europa ne s'adresse, c'est une bonne question, ne s'adresse qu'aux États européens qui veulent poursuivre l'intégration européenne. C'est-à-dire dont les dirigeants, appuyés par leur opinion publique, pour mettre l'opinion publique dans le coup, veulent poursuivre l'intégration européenne, qui pensent que c'est important d'avancer. Les Britanniques n'en veulent pas. Et c'est une constante d'ailleurs assez intéressante, assez curieuse, parce qu'elle remonte au fond au XVIIIe et XIXe siècle. Ils ont été les maîtres du monde. Pensez qu'au siècle dernier, les Britanniques contrôlaient l'Inde, le Canada, l'Australie, la quasi-totalité du Moyen-Orient, ainsi de suite. Ils étaient les maîtres du monde. Cette puissance étant fondée sur l'efficacité de leur marine militaire. Alors, ils ne sont plus les maîtres du monde. Ils ont un PIB désormais plus petit que celui des Allemands, plus petit que le nôtre. Et ils n'ont pas envie d'être soumis à des règles qu'ils estiment dictées par des États européens qu'au fond, ils n'aiment pas. Parce qu'ils ont toujours regardé le sud de la Manche comme étant peuplé par des gens qui étaient moins sérieux, moins efficaces, moins corrects qu'eux-mêmes. Donc, ils ne veulent pas. Et d'ailleurs, c'est dans leur culture. Car depuis 1950, ils ont toujours répété la même chose. Toujours. Donc, il ne faut pas dire qu'ils mentent ou qu'ils nous trompent. Non, ils ne veulent pas être intégrés en Europe. Ils ont accepté d'être dans le système européen de libre-échange, c'est-à-dire l'Europe à 28. Et ils y sont utiles, ils y sont bien. Moi, je souhaite qu'ils y restent. Malheureusement, il y a deux choses. D'une part, il y a un mouvement d'opinion publique en Angleterre qu'il faudra étudier avec soin, qui est devenu assez anti-européen. Je suis allé à Londres faire une conférence débat, les Anglais sont très bons pour ce genre de conférence. J'ai senti l'atmosphère, l'opinion publique était assez anti-européenne, en fait. Et deuxièmement, la chose surprenante, c'est qu'il n'y a aucune négociation. Le Premier ministre, lui, en réalité, souhaiterait rester dans l'Union européenne, mais sait que son parti, d'une part, et le parti voisin, le UKIP, eux, souhaitent plutôt le départ. Donc, ils cherchent à trouver un positionnement acceptable. Pour cela, il faudrait une négociation. Il faudrait qu'on sache quelles sont les demandes qu'il faut satisfaire pour que l'Angleterre reste. Et il faudrait savoir si ces demandes sont acceptables par les autres pays européens. Or, à mon avis, leurs demandes ne sont pas considérables et elles sont non seulement acceptables, mais souhaitables pour les autres pays européens. Puisqu'en gros, c'est d'arrêter la bureaucratie du système, la prolifération des textes, la multiplication des réglementations, et ainsi de suite, ce que nous, normalement, nous approuvons, nous souhaitons aussi. Mais la bizarrerie, c'est que jusqu'à présent, les Britanniques n'ont pas rédigé leurs demandes et les Européens n'ont pas ouvert la négociation. Alors j'espère que dans un avenir prochain, on va parler sérieusement parce que, comme vous-même peut-être, je souhaite qu'ils puissent rester dans l'Union européenne. Bonjour, merci pour nous avoir honorés par votre présence. Ma question est la suivante. Est-ce que dans un contexte de mondialisation, de force croissante des multinationales et des firmes internationales gigantesques, est-ce que vous pensez que les États vont toujours avoir dans le futur la force de décider l'avenir du monde? Merci. La force?
Est-ce que vous pensez que les États et les systèmes politiques existants, c'est eux qui vont toujours avoir la force pour décider l'avenir du monde au lieu des multinationales qui sont grandissants et de force croissante? Merci. D'abord, est-ce que les États décident vraiment? Est-ce qu'ils peuvent, en fait? Vous avez un État comme l'Ukraine à l'heure actuelle. Est-ce qu'il décide de son sort? Qui le décide? C'est pas clair. Hein? Donc, malheureusement, on a une vision un peu idéale du système. Dans l'Europe de l'Ouest, par exemple, l'Europe apaisée, l'Europe de la sérénité, les États peuvent protéger, contrôler leur système. Dans le reste du monde, beaucoup moins. Alors, en Europe même, ça dépend ce qu'il s'agit de protéger. Vous prenez le train actuellement pour aller de Paris à Bruxelles. Il y a un train toutes les demi-heures dans chaque sens, tous les jours. Et vous ne savez plus où est la frontière. Donc il y a eu une espèce d'adaptation culturelle, matérielle, technique qui a été accomplie, et c'est comme ça. Et si on voulait rétablir une frontière hermétique, protestation générale de la population. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il faut maintenir l'identité des groupes. En réalité, c'est ça qu'on souhaite faire. Il y a une civilisation européenne, il y a des cultures, il y a des religions, tout ceci doit pouvoir subsister. Mais ce n'est pas tellement au niveau de l'État, c'est au niveau de ces structures elles-mêmes, en fait. Et ces structures, on doit les respecter et leur donner les moyens et les chances de subsister. Mon projet n'est pas du tout de faire passer un rouleau compresseur sur l'identité des États et leur culture, pas du tout. Ça consiste à mettre dans un même ensemble des groupes qui conserveront des cultures, des croyances, des modes de vie, des préférences, ainsi de suite, mais qui seront dans un espace économique unique et qui utiliseront des instruments économiques identiques, mais sans écraser leurs identités nationales ou de groupe.